Bonjour et bienvenue dans ce cours de statistique. La première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi étudier la statistique? Eh bien sûr, réponse évidente, parce que c'est très intéressant pour vous. Et que... Non, en fait, nous allons essayer de vous convaincre dans ce cours de statistique que c'est un domaine qui peut être passionnant si on s'intéresse aux applications qui vous concernent et qu'il y a un tas de bonnes raisons sérieuses, pratiques, pour étudier, pour connaître quelques méthodes statistiques. Première série de savoir-faire qu'il faut acquérir dans ce cours, en fait, c'est un savoir-faire descriptif. Vous devez apprendre à décrire, à présenter vos données de manière efficace. Deuxième série d'applications, d'usage, vous devez en fait être capable également de prendre des décisions à partir d'un échantillon, des décisions concernant une population. Donc il y a un aspect inférence sur une population qu'il va falloir apprendre à faire, et c'est l'objet d'une bonne partie de ce cours. Il y a d'autres applications, d'autres raisons importantes et d'autres pratiques importantes pour un gestionnaire en statistique qui concernent l'optimisation des processus, mais ça on en parlera à peine dans ce cours de base, ainsi que les méthodes de prévision. C'est très important également, mais dans ce cours de base où le nombre d'heures est limité, on n'aura pas le temps en fait de tout aborder. En approfondissement, naturellement, on aura un peu plus de temps et on pourra peut-être aller un petit peu dans cette direction. Donc au niveau du cours de base, c'est très simple. Le cours est divisé en deux parties. Une partie assez courte, parce que ça correspond à des choses que vous connaissez déjà, et pour lequel ce qui compte maintenant, c'est de pratiquer. C'est ce qu'on appelle la statistique descriptive, donc c'est l'objet du cours d'aujourd'hui. Il s'agit d'apprendre, donc, comme je l'ai dit, à présenter les données de manière efficace. Et enfin, donc, le deuxième pan du cours de statistique, ce sera ce qu'on appelle la statistique inférentielle, dans laquelle, comme je l'ai dit, on s'intéresse en fait à prendre des décisions pour une population à partir de ce qu'on calcule, de ce qu'on mesure sur un échantillon. Donc statistique inférentielle. Alors, le plan à séance d'aujourd'hui, très simple, on s'intéresse à la statistique descriptive élémentaire. Après cette introduction au départ présentée de quoi on part, quelques définitions aussi pour préciser des choses que vous connaissez déjà, mais c'est bien de les préciser encore une fois. On va s'intéresser au cœur du sujet, donc comment décrire les données. D'abord, on s'intéressera à la description d'un seul caractère, donc ce qu'on appelle l'analyse univariée. On distinguera le cas d'un caractère qualitatif, puis d'un caractère quantitatif. Et enfin, on s'intéressera à la description simultanée de deux caractères, c'est ce qu'on appelle l'analyse descriptive bivariée. Voilà, donc on s'intéressera à la description de deux caractères, soit quanti, soit quali, soit du quanti et du quali. Voilà, donc en introduction, je vais vous présenter le matériau de départ, sur quoi on travaille en statistique. Tout simplement, je pense que vous le savez, on travaille sur ce qu'on appelle un tableau de données, donc un ensemble de lignes et de colonnes. Dans cet exemple, vous avez une vingtaine d'employés d'entreprise, donc les employés sont sur les lignes du tableau, et vous avez en colonne différentes caractéristiques qui ont été étudiées, mesurées pour les employés. Dans le tableau complet que vous aurez en TD, vous aurez 71 employés. Donc à chaque fois l'idée est la même, donc ligne ici individu et colonne donc les caractéristiques et donc les variables qui ont été associées à ces caractéristiques qui ont différentes valeurs. Donc dans cet exemple, il y a 5 colonnes, 5 caractéristiques, donc vous avez le salaire, vous avez le sexe, vous avez l'âge, vous avez l'ancienneté et vous avez le niveau de formation. Voilà. Donc l'idée de la statistique descriptive, c'est donc de bien présenter, de faire parler ce tableau de données. C'est-à-dire que si on présente un tableau brut, on ne voit pas grand-chose. Pas grand-chose qui en ressort, même s'il y a beaucoup de confusion, parce que le tableau contient beaucoup de choses. Il s'agit de représenter, de présenter, de mettre en avant ce qui est important au niveau des données. Très simple comme objectif, et donc assez simple en plus au niveau des méthodes. Donc pourquoi s'en priver? Il s'agit de bien présenter, de faire ressortir ce qui est important dans le tableau. Donc on va apprendre à faire ça, donc différentes méthodes pour faire ça, pour décrire. Au préalable, quelques définitions, je pense que c'est des rappels pour vous. Vous savez déjà ce que c'est. Donc en statistique, on manipule des populations, c'est l'ensemble de références auxquelles on s'intéresse. La population est composée d'individus. Un individu, c'est un élément de la population. Et puis, naturellement, on s'intéresse à ce qu'on appelle des échantillons. Un échantillon, c'est un sous-ensemble de la population. En général, on viendra, on n'a pas la possibilité d'avoir la population complète, et on s'intéresse à étudier seulement un échantillon de la population. Alors, on verra qu'il y a différentes techniques pour les extraire. Le plus utile en statistique, c'est le plus utile parce que les calculs sont plus simples, c'est l'échantillon aléatoire.
On suppose que chaque individu a la même probabilité d'apparaître dans l'échantillon. Donc voilà, au niveau des notions importantes à connaître, les notions de caractère, de variables. Donc on associe, on l'a dit, aux caractères qui ont été étudiés des variables mathématiques. Mathématiques, c'est un bien grand mot pour représenter ces caractères. Et puis donc une notion aussi importante, c'est celle de paramètres et de statistiques. Le paramètre, c'est quelque chose qui concerne la population, qu'en général on n'a pas. Une statistique, c'est un calcul que l'on fait sur l'échantillon. L'échantillon, on l'a, on peut faire un calcul dessus. Et donc on verra dans le cours de statistique inférentielle que les statistiques que l'on peut calculer sur l'échantillon vont nous servir à estimer des paramètres de la population, ou à prendre des décisions concernant les paramètres de la population. Tout l'objet de la statistique inférentielle qu'on commencera dès la semaine prochaine. Alors, pour les variables, pour les caractères, il y a également quelques définitions importantes à connaître. On s'intéresse, pour une variable, à savoir s'il s'agit d'une variable qui est qualitative ou qui est quantitative. Je pense que vous connaissez déjà la différence. En fait, pour une variable quantitative, on dit aussi numérique, il est possible de faire des mesures, des calculs. On peut dire par exemple que l'âge, c'est une variable quantitative, 40 ans, c'est 2 fois plus que 20. Alors que le qualitatif, donc, il n'y a pas possibilité de faire des calculs. Une variable qualitative a des modalités, des catégories, comme par exemple le sexe, féminin, masculin. On ne pourra pas dire que féminin, c'est 2 fois masculin. Donc il n'y a pas de calcul possible, donc c'est du qualitatif. Alors, pour le qualitatif, donc pour la variable qualitative, on distinguera les variables qui sont nominales et les variables ordinales. Donc les variables nominales, les catégories, il n'y a pas d'ordre possible. Par exemple, pour le sexe, donc féminin, masculin, on ne peut pas dire par exemple que féminin est supérieur à masculin ou l'inverse. Pas d'ordre, donc variable nominale. Si par contre on peut définir un ordre sur les catégories, c'est le cas du niveau de formation, par exemple ABC, là clairement donc on pourra dire que la variable est ordinale. Pour le quanti, il y a également une différence, qui est surtout mathématique, dans la pratique elle n'est pas forcément très utile, dans la mesure où la distinction est parfois difficile à faire, entre les variables discrètes et continues. Donc en mathématiques, ça a du sens, effectivement, continue toute valeur possible sur l'intervalle réel, alors que le discret, donc c'est un nombre fini de valeurs. Dans la pratique, quand c'est discret, mais qu'il y a un nombre fini, mais très important de valeurs, souvent les traitements qu'on fait sont les mêmes que pour le continu. Et le continu, à l'inverse, parfois, est discrétisé. On arrondit les valeurs, donc la distinction parfois est assez peu importante au niveau d'usage, au niveau des traitements qu'on fait. Même si formellement, on verra des traitements spécifiques au discret et au continu. Donc on va maintenant s'intéresser aux descriptions de base. Donc pour le qualitatif, comme pour le quantitatif, à chaque fois la description en fait, passera par un graphique. Un graphique, c'est une très très bonne manière de décrire. Il est clair qu'il faut faire des graphiques. C'est vraiment le plus efficace, à condition de faire des bons graphiques. Alors beaucoup de gens font des graphiques, c'est facile maintenant avec l'ordinateur de faire des graphiques. Par contre, peu de gens savent choisir les bons graphiques et bien les faire. On voit plein d'horreurs au niveau des graphiques, donc vous devez apprendre à faire des bons graphiques, des graphiques efficaces qui communiquent bien ce que vous voulez faire passer. Donc les graphiques, et puis donc éventuellement aussi des paramètres, donc des calculs qui sont faits, qui vous permettent d'affiner votre description, d'aller plus loin. Mais le graphique, c'est vraiment fondamental. Donc on va distinguer d'abord les caractères qualitatifs, donc je vous l'ai dit, ont des modalités non mesurables, des catégories non mesurables. Et on va s'intéresser donc à un exemple, en fait, c'est la variable sexe dans le tableau des employés. Vous avez 2 catégories, féminin et masculin, et ce qu'on fait naturellement, je pense que tout le monde sait faire, c'est un tableau de distribution, c'est-à-dire qu'on fait du comptage, on va compter l'effectif pour chaque catégorie, et donc présenter cet effectif dans un tableau d'effectifs qui permet déjà de bien visualiser en fait l'importance de chaque catégorie. Donc le traitement de base très simple au niveau du quali. Alors on va naturellement ensuite présenter ce tableau sous forme graphique. Donc on va ici utiliser un type de graphique qu'on utilise fréquemment pour le qualitatif, c'est le diagramme circulaire, on dit aussi camembert, où chaque part représente en fait chaque catégorie. Alors c'est très bien, très efficace, parce que l'œil humain est capable très facilement au coup d'œil d'apprécier les parts relatives, les surfaces, et de se rendre compte comment chaque partie en fait s'intègre dans un tout. Quand vous avez une variable qui représente un tout qui se décompose en différentes parties,
le diagramme circulaire est très efficace. Ça présente très très bien en fait les parts relatives. Très efficace. Donc on peut également donc, rajouter des paramètres. Dans ce cas-là, on peut calculer ce qu'on appelle les fréquences pour chaque catégorie. Tout simplement, on obtient la fréquence pour une catégorie en divisant l'effectif de la classe, de la modalité, par l'effectif total. Pour vous, je le rappelle, vous savez tout ça, évidemment. Donc fréquence ou proportion, pourcentage, c'est la même notion. L'idée, c'est qu'on calcule en fait la part relative de chaque catégorie. Donc ça représente bien ensuite ce qu'il y a sur le graphique, sur le diagramme circulaire associé. Donc voici une synthèse du deuxième exemple, la variable niveau de formation, qui est une variable qualitative aussi, mais ordinale. Et dans la mesure où il y a un ordre entre les niveaux, on a préféré ici utiliser un diagramme à barres, donc des colonnes, et l'usage de HEX indique l'ordre entre les catégories, donc il y a un peu plus d'informations qui est apportée sur le graphique en prenant ce type de diagramme. Voilà, donc pour les qualitatifs, donc en résumé, vous avez le choix entre les diagrammes sectoriels, les diagrammes verts, ou les diagrammes à barres. Donc on va maintenant passer aux variables qualitatives, qui, je vous le rappelle, sont caractérisées par le fait que l'on peut faire des mesures, des calculs sur les valeurs. Et donc pour ces variables, donc discrètes ou continues, on va avoir différents traitements descriptifs associés. Donc au niveau d'un premier exemple, en fait, on va s'intéresser à une variable discrète. Il s'agit en fait d'une mesure qui a été faite sur un nombre de jours successifs, une trentaine ici. On a mesuré le nombre d'usages qu'il y avait pour un certain logiciel de statistique. Donc vous avez le premier jour, temps d'usage, deuxième jour, temps d'usage. Donc la variable x, qui se trouve dans la colonne de droite, en fait, justement, ces valeurs correspondent au nombre de fois que le logiciel a été utilisé. C'est le tableau de données qui est brut. Les données d'observation brutes sont situées sur ce tableau-là. Donc il est clair que ce tableau-là, on ne voit pas grand-chose, surtout s'il y a beaucoup de valeurs. Et donc il y a un traitement qui est intéressant à faire, c'est ce qu'on appelle un tableau de distribution, qui consiste en fait, par exemple discrète, à compter pour chaque valeur possible de la variable le nombre d'occurrences de la valeur. Autrement dit, on va compter pour 0 le nombre de fois qu'il y a eu 0, c'est-à-dire le nombre de jours où il y a eu 0 usage. Pour 1, valeur 1, on va compter donc le nombre de jours correspondants, c'est-à-dire le nombre de fois, le nombre de jours où il y a eu un usage du logiciel. Pour 2, pareil, ainsi de suite. Donc on compte pour chaque valeur de la variable le nombre de fois qu'on observe cette valeur. Ce qu'on appelle un tableau de distribution. Et donc, ayant ce tableau de distribution, on est capable de faire un graphique. C'est ce qu'on va faire dans cette diapositive suivante. Juste une petite remarque, donc vous avez une fonction très importante dans Excel, au niveau du savoir-faire Excel, qui permet de faire automatiquement ce tableau de distribution. Cette fonction fréquence, qui est un petit peu difficile techniquement à utiliser parce qu'il y a une combinaison de touches à faire, mais donc on la pratiquera en TD, donc vous saurez, j'espère, très vite faire ce type de fonction très utile en statistique. Donc l'exemple suivant concerne une variable continue. Il s'agit de l'exemple du salaire des employés, sur le tableau précédent, le montant du salaire. Donc il y a un extrait seulement qui est donné sur le tableau qui se trouve sous vos yeux. Et donc la question que l'on se pose, c'est à partir du tableau brut, donc la colonne des salaires, comment bien décrire de manière efficace ce caractère quantitatif. Alors, il y a un traitement très simple qu'on peut faire, qui est tout simplement un tri, en fait. Si on trie les données par ordre croissant ou décroissant, on voit déjà plus de choses que dans le tableau brut, puisqu'on peut voir très facilement au coup d'œil le minimum, le maximum, l'étendue, donc la différence entre le minimum et le maximum, la médiane également, qui saute aux yeux, c'est la valeur qui se trouve au milieu, si vous voulez. Il y a autant de valeurs qui se trouvent au-dessus que de valeurs qui se trouvent au-dessous. Donc tout ça apparaît facilement par une opération très simple de tri des valeurs. Mais bon, il y a mieux que ça. On peut également faire un tableau de distribution, un peu comme pour la variable discrète, sauf que là, on va découper le tableau en classes, en tranches. En général, c'est des classes d'amplitude égale. Donc on détermine le nombre de classes, en fait, qui dépend un petit peu de la taille du tableau au départ. On verra en TD une formule pratique pour trouver un bon nombre de classes. Et donc, ayant découpé en classes, en tranches, on peut construire ce qu'on appelle un tableau de distribution, c'est-à-dire on va compter l'effectif de chaque classe. Combien de valeurs des salaires se trouvent
entre la borne inférieure de la classe et la borne supérieure. Hein. Donc un tableau intéressant parce qu'il va permettre de voir, de visualiser la distribution de ces salaires de manière efficace. Hein, pour avoir, si par exemple c'est tous très concentré autour de la moyenne, ou alors c'est très dispersé, s'il y a un nombre important de salaires qui sont bas, de salaires qui sont hauts, hein, c'est une très bonne photo, si vous voulez, de la répartition des salaires entre le plus petit et le plus grand. Donc on va maintenant passer aux synthèses graphiques, justement graphiques. Alors, pour la variable quantitative discrète, hein, le meilleur graphique, donc là c'est un diagramme en bâton, hein, j'insiste sur le mot bâton, en fait ce n'est pas un histogramme, même si pour faire ceci dans Excel on va utiliser la fonction histogramme, en fait c'est pas un histogramme. On va voir ce que c'est qu'un vrai histogramme dans la diapositive suivante. Hein. Alors pourquoi est-ce qu'on fait des bâtons et non pas des barres d'histogramme jointives? Parce qu'en fait, la variable étant discrète, on fait mieux apparaître comme ça le fait que le nombre, les valeurs possibles, c'est bien 0, 1, 2, 3, etc. Entre 1 et 2, par exemple, c'est impossible. Hein, il n'y a pas de valeur 1 et demi. Hein. Donc le fait de bien marquer la séparation entre les barres communique donc une information sur le caractère discret de la variable. Bon, à part ça, c'est très facile à faire naturellement sur un tableur, même si vous n'avez pas beaucoup d'expérience d'Excel pour l'instant, vous verrez, en TD c'est très facile de faire un tel graphique. Et pour la variable continue, justement, c'est là qu'on fait un vrai histogramme dans lequel les barres sont jointives et ça permet de bien visualiser, pour les personnes qui regardent ce graphique, de bien visualiser le caractère continu de la variable, c'est-à-dire que toutes les valeurs possibles sont possibles hein, au niveau des salaires entre les deux bornes pour chaque classe. Hein. Donc il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de trou entre les barres. Alors, pour le caractère quantitatif, donc à la différence du quali, il y a pas mal de mesures de calcul possibles. Donc on va calculer des paramètres, hein, c'est l'intérêt du quanti. Hein. Il y a des mesures faciles, possibles à faire et qui ont de l'intérêt ensuite au niveau description, au niveau compréhension du tableau. Alors, on distingue au niveau des paramètres de tendance centrale. Alors, je pense que vous en connaissez déjà au moins un. Hein. En fait, c'est la moyenne, en fait. Moyenne arithmétique, en fait, vous prenez la somme des valeurs et vous divisez par le nombre de valeurs d'observation. Hein. Il y a un autre paramètre intéressant, c'est la médiane. Je vous ai dit tout à l'heure, en fait, la médiane sépare l'ensemble des valeurs en deux parties. Il y en a autant qui sont au-dessus de la médiane que de valeurs qui sont en dessous de la médiane. 50%, 50%. Alors, la bonne question, c'est qu'est-ce qui est mieux hein, pour déterminer la tendance centrale d'une série de valeurs, hein, d'une valeur quantitative? Est-ce qu'il vaut mieux utiliser la moyenne ou la médiane comme résumé? Alors la réponse, il n'y en a pas une seule, bien sûr, ça dépend. Ça dépend. Et donc là, en TD, hein, on verra sur de nombreux exemples, en fait, ce que peut apporter la moyenne et ce que peut apporter la médiane en tant que résumé d'un ensemble de valeurs. Alors, la tendance centrale, c'est bien, mais on peut avoir, je pense que vous le savez, ayant une même tendance centrale, une même moyenne, par exemple, pour deux distributions, pour deux variables, hein, on peut avoir des valeurs très différentes. Autrement dit, on peut avoir, avec une même moyenne, des distributions qui sont très resserrées autour de la moyenne, ou au contraire, qui sont très dispersées autour de la moyenne. Donc il faut aussi pouvoir mesurer, justement, la dispersion des valeurs par rapport à la moyenne. Donc on utilise pour ça des paramètres de dispersion. Je pense que vous en connaissez, en fait. Il y a la variance, hein, qui est en fait, je pense que vous le savez, c'est l'écart quadratique moyen, hein, c'est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne, et l'écart type qui est la racine carrée de la variance. Alors, la formule effectivement, de calcul, vous l'avez ici pour une population, une petite précision en fait, on verra pourquoi dans la suite du cours, mais lorsque on fait un calcul d'écart type sur un échantillon, la formule qu'on utilise va tout à fait la même, au lieu de diviser par n, on divise par n moins 1. Ça peut sembler un peu mystérieux, un peu magique, on verra, enfin, je donnerai une sorte d'explication plus tard quand on fera l'estimation. Donc, pour l'instant, hein, il y a des formules, bon, peu importe les formules, il y a surtout quand on est sur un tableur, donc il y a des fonctions qui vous permettent de faire ce calcul automatiquement. Alors, notez bien que l'écart type, en fait, n'est pas la moyenne des écarts à la moyenne. Hein. C'est pas tout à fait ça, en fait. Si on prenait la moyenne des écarts à la moyenne, on trouverait 0, parce que les écarts en plus compensent les écarts en moins. Alors, on pourrait prendre la moyenne des écarts en valeur absolue à la moyenne. Le problème, c'est que c'est une distance, la distance des valeurs absolues, qui n'est pas facile à manipuler
en mathématiques. Et donc c'est plus simple au niveau des propriétés mathématiques de prendre des carrés. Hein. C'est pour ça qu'on prend en fait la moyenne des carrés des écarts à la moyenne, ça c'est la variance, et que pour se ramener à une unité qui est comparable avec ce qu'on avait au départ, en fait on prend la racine carrée de cette variance qu'on appelle l'écart type. Donc c'est une sorte d'écart moyen, tout à fait la moyenne des écarts. Hein. Alors il existe d'autres paramètres de dispersion, hein, pour mesurer la dispersion des valeurs, d'autres que la variance et l'écart type. Donc on ne va pas, par exemple, calculer ce qu'on appelle les quartiles. Hein. Ça généralise un petit peu la notion de médiane. En fait, les quartiles divisent l'ensemble des valeurs en 4 parties. Hein. On indique, le premier quartile, vous avez 25% des valeurs qui sont en dessous, 75% au-dessus. Le deuxième quartile, c'est la médiane, donc 50% des valeurs en dessous et 50% au-dessus. Troisième quartile, donc 75% en dessous et 25% au-dessus. Donc les quartiles. Vous avez également, on va aller plus finement, dans ce qu'on appelle les percentiles. Donc par exemple, le 20e percentile, c'est la valeur telle que vous avez 20% des valeurs en dessous, 80 au-dessus. Voilà. Et le petit graphique est apparu, hein, qui est un graphique tout à fait pratique, intéressant, qui est assez peu utilisé en France, qui n'existe pas malheureusement en standard dans Excel, mais qu'on pourra rajouter. Donc en TD, on vous donnera une macro rajoutée pour faire automatiquement ces graphiques. On appelle ça des box plots, ou des boîtes à moustaches en français. Ça permet de visualiser assez bien une distribution, seulement avec 4 valeurs, avec les quartiles. Hein. Donc on indique les deux extrémités, le minimum et le maximum, et la boîte qui se trouve au milieu, hein, correspond aux 50% des valeurs du milieu, si vous voulez. Hein. C'est entre le premier quartile et le troisième quartile. Hein. La médiane, naturellement, est indiquée aussi, et on relie par un trait le min au premier quartile et le troisième quartile au max. Hein. Ça permet de très facilement, en un coup d'œil, d'apprécier les valeurs centrales, la dispersion des valeurs. C'est très utile en particulier pour pouvoir comparer deux distributions. Hein. Si par exemple je voulais, on fera l'exemple, hein, si je voulais comparer la distribution des salaires des hommes et celle des femmes, en faisant un box plot pour les hommes et un box plot pour les femmes, côte à côte, on pourrait très facilement donc visualiser les différences. Voilà, donc ça termine la description d'un seul caractère. Et maintenant, on va s'intéresser à la description simultanée de deux caractères à la fois. Alors là, il y a trois possibilités. Soit c'est deux qualis, hein, soit c'est deux quantis, soit c'est un quanti et un quali. On ne va pas rentrer dans le détail, si vous voulez, simplement quelques indications. Hein. Plus tard, on y reviendra. Quand on s'intéresse à deux qualis, donc par exemple ici, je voudrais décrire, hein, la relation qui existe entre le sexe et le niveau de formation. Alors là, très simple, on peut faire un tableau, qu'on appelle un tableau croisé ou un tri croisé, ou encore un tableau de contingence, hein, dans lequel on indique les modalités des catégories d'un caractère sur les lignes et les catégories de l'autre sur les colonnes. Et au milieu, hein, on compte combien d'individus correspondent à chaque croisement, caractère en ligne, caractère en colonne. Très simple. Donc ce type de tableau est intéressant pour regarder donc s'il y a une différence éventuellement entre, c'est une relation éventuellement entre deux caractères qualitatifs. Bon, on verra ensuite quel est le test pour le mesurer. Et on peut représenter, bien sûr, cette relation par un graphique. Donc un type de graphique qu'on peut faire, on en verra d'autres en TD, hein, c'est ce qu'on appelle un diagramme à barres empilées, hein, qui permet ici de visualiser, de comparer, si vous voulez, la distribution des niveaux chez les femmes et chez les hommes. Voilà. Donc intéressant au niveau description simultanée de deux caractères. Alors pour deux quantis, je pense que vous avez déjà vu ce type de graphique. Hein. On utilise un graphique en deux dimensions, pour le coup, donc avec une des variables en abscisse et une des variables en ordonnée. Hein. Donc ici, ce qu'on appelle un nuage de points, hein, donc qui permet de visualiser la relation qui peut exister entre deux caractères quantitatifs. Donc ici, vous avez le salaire par rapport à l'âge. Voilà, et donc pour finir, vous avez ici un exemple de description simultanée de deux caractères mixtes, donc il y a un quanti et un quali, hein, puisqu'on a ici croisé, étudié la relation qui existe entre les notes d'entretien au concours et le sexe pour un ensemble d'étudiants de l'école. Et donc, un des moyens de décrire simultanément, hein, par un graphique, c'est de faire des histogrammes. Enfin, un histogramme ici, c'est plutôt des barres côte à côte, donc qui permet de visualiser les différences existantes entre les deux distributions. On pourrait, c'est aussi un des moyens de le faire,
visualiser cette comparaison à l'aide d'un effet 3D. Et on pourrait également, donc on avait présenté déjà l'année précédente, en fait, faire deux box plots côte à côte, donc deux boîtes à moustaches permettant de visualiser en fait la distribution des salaires, des notes des hommes et la distribution des notes des femmes. Voilà, donc ceci termine cette introduction à ce style descriptif, donc essentiellement graphique. Il n'y a rien de difficile là-dedans, en fait, hein, c'est des choses qu'en général vous connaissez déjà, hein. Donc il n'y a rien de vraiment nouveau, c'est des rappels. Mais par contre, ce qui est important d'acquérir, c'est un savoir-faire pratique, hein. Donc j'insiste sur l'importance de pratiquer en TD, sur beaucoup d'exemples. C'est comme ça que vous allez en fait acquérir le savoir-faire pratique qui manque finalement à beaucoup de personnes en entreprise, hein. Donc bienvenue en TD pour travailler et pour faire beaucoup d'applications descriptives sur plein de tableaux de données différents, en particulier celui qui vous concerne, donc l'étude qui a été faite sur votre promotion. À très bientôt, au revoir.